la question des sous-marins. Ça commence il y a 3 ans. Et puis, j'ai rejoint le mouvement, moi, personnellement, un peu plus tard, à partir du moment où cette manifestation qui avait été un petit peu malmenée, puisqu'on l'a limitée à un certain nombre de personnes, elle était à Petah Tikva chez Mandelblit, et elle arrive à la Bima. Et effectivement, je participe tous les Motzei Shabbat pendant plusieurs mois à ce mouvement. Et puis, arrivent effectivement les élections. Il y a eu un moment de calme. Et puis, effectivement, avec la crise du corona et avec un certain nombre de décisions ou de non-décisions prises en matière de corruption, il y a une montée en puissance à nouveau. Pendant même le premier confinement général qui a eu lieu, porté, je dirais, initié par un grand mouvement de contestation virtuelle qui a été organisé par Darkenou. Et puis, je dois dire qu'il y a un élément déclencheur, et ça dans un des entretiens que je fais avec Shikma Schwarzman, qui est une des leaders, qui est la leader du mouvement des drapeaux noirs, la question de la fermeture du Beit Mishpat, du tribunal, et donc du report évidemment automatique de l'ouverture du procès de Netanyahou, c'est quelque chose qui a mis le feu aux poudres et qui a enclenché littéralement le mouvement des drapeaux noirs. Et donc, on a assisté à une montée en puissance d'un mouvement de contestation politique, sur lequel évidemment se surrajoute, et contrairement aux hypothèses qu'il y a dans le mainstream, dans la presse, de dire c'est d'abord et avant tout une contestation sociale et économique parce que les gens vivent mal le contre-coup du confinement général lié au corona. Non, il y a un noyau dur, il y a plusieurs organisations. Il y a des organisations qui sont conjoncturelles, comme En Matzav, comme Adgalim Ashrorim, c'est l'exemple type. Mais vous avez une constellation de la société civile qui porte toutes ces manifestations qui sont organisées. Je l'ai dit, vous avez d'un côté Darkenou, vous avez d'un autre côté Aton Alehut Ashilton, autour des questions de main propre, autour des questions de corruption. Donc il y a vraiment dans cette contestation un noyau dur politique organisé par plusieurs structures, plusieurs organisations. Et je dois dire d'ailleurs qu'ils sont assez malins de ne pas mettre en avant plus tel ou tel leader. Moi, je peux vous les citer, je les connais tous, je les ai tous rencontrés. Mais je crois qu'il y a une volonté de tous ces mouvements de ne pas avoir un espèce de porte-parole, puisque la crainte, c'était effectivement de se retrouver tourné sur le petit doigt de Netanyahou et que, d'une certaine manière, avec un porte-parole qui se laisserait enfumer, c'est toute la mechra qui s'arrêterait derrière. Donc aujourd'hui, vous avez une constellation d'organisations qui sont extrêmement efficaces, extrêmement créatives et qui permettent à beaucoup de manifestations d'avoir lieu, de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers de personnes, voire à plusieurs dizaines de milliers de personnes, et j'y reviendrai. Donc ça, c'est un élément important. Il y a un mantra qui est clair, et je crois qu'aujourd'hui, ça répond à ce qu'on a vu avec Netanyahou. Netanyahou a réussi à chaque fois, au gré de ses alliances politiques, à finalement soit enterrer ses rivaux, soit à les tenir de telle manière à ce qu'ils ne puissent plus constituer une menace. Et donc, on l'a vu encore maintenant avec Carole Lavan et Avoda qui ont rejoint sous la halunka, comme ils disent, le gouvernement. Traduis les mots en hébreu, David. Sous la civière, en fait. C'est une expression de l'armée. On va sous la halunka, c'est-à-dire que y a quelqu'un qui est blessé, alors on se met tous sous la civière, on le porte. Sous le brancard. Sous le brancard. Le brancard, oui, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est un élément extrêmement difficile. Et je pense que parmi les gens, on parlait des motivations des gens. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement déçus, qui tenaient la victoire au bout des doigts. 3 campagnes électorales pour finalement ne pas avoir un teco, avoir finalement une situation de 50-50 et de ne pas arriver. Donc, quelque part, ça contenait Netanyahou et ses velléités de reformer un gouvernement de droite, voire d'extrême droite. Et vous avez tout d'un coup une situation, une cassure qui se crée avec cet accord de coalition. Et vous avez énormément de gens frustrés qui ont eu beaucoup d'espoir dans Carole Lavan et dans Gantz et qui ont vu ces espoirs s'effondrer. Donc, il y a une part des manifestants où il y a une frustration de ne pas avoir la traduction politique de la volonté de passer à une nouvelle ère post-Netanyahou en Israël. Évidemment, dans les manifestations, ce sont des revendications, mais de mon point de vue, on les voit moins, on les entend un peu moins, mais vous avez les indépendants, les chômeurs, les gens qui ont pris de plein fouet cette crise.
Un autre élément qui est important sur le terrain, c'est moi, si vous voulez, c'est ma vision, elle est subjective. Mais pour moi, quand je suis sur le terrain, premièrement, on a déjà une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes francophones du groupe dont tu as parlé. Il y a quelque chose d'addictif et j'essaie de comprendre pourquoi on est présent, pourquoi on se mobilise, pourquoi toute la semaine on va 2, 3 fois, s'il le faut, à Jérusalem par semaine, parce qu'il y a une ambiance des gens qui sont présents, le sentiment d'avoir Eretz Israël à Yafa, d'avoir des gens qui ont mis au-dessus de leur intérêt personnel les intérêts collectifs de ce pays, qui aiment ce pays. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de drapeaux d'Israël. Vous voyez beaucoup de gens qui ont des attitudes de gens qui veulent défendre ce pays, qui l'aiment, qui le disent à travers toutes sortes de slogans. La volonté aussi de ces organisations de ne pas être dans une revendication qui se positionnerait sur une partie de l'échiquier politique en disant on est des gens de gauche. Il y a une phrase qui revient comme un mantra aussi, c'est pas à droite, pas à gauche, tout droit, et ça revient dans les différents slogans. C'est la volonté d'amener dans ce mouvement de contestation l'ensemble finalement de la palette des citoyens sur l'échiquier politique. Pourquoi ? Parce qu'on pointe du doigt les affaires de corruption, mais on pointe du doigt une crise politique qui est beaucoup plus profonde. Ce qu'il faut rajouter à cette présence. Vous n'avez pas juste des gens qui crient Netanyahou dehors, vous avez des gens qui débattent, qui discutent, vous avez une richesse du débat public qui est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Vous avez par exemple les grands cercles de débat qui s'organisent à Gana Atzmaout, généralement pendant plusieurs heures avant Kabbalat Shabbat, avant l'accueil du Shabbat à Balfour. Et vous avez beaucoup de débats sur la question de la Constitution, sur la question du système électoral, sur la question de main propre dans la politique. Donc vous avez comme ça un nombre de sujets qui touchent aux règles du jeu, qui touchent fondamentalement à la question de où on en est arrivé aujourd'hui, en 2020, dans la structure politique de notre État et où cela nous conduit. Avec un sentiment fort. Ce n'est pas juste la corruption, c'est le sentiment, et ça c'est partagé par énormément de gens, et c'est le mantra des drapeaux noirs, c'est nous sommes à la veille d'un basculement d'un régime démocratique à une démocratie libérale ou un régime autoritaire que Netanyahou est en train d'avancer, d'abord et avant tout pour se sauver lui de ses procès, mais évidemment avec de plus en plus d'attaques du système juridique. Donc aujourd'hui, les gens qui se mobilisent luttent contre la corruption, veulent défendre avec énormément de force les règles de la démocratie en Israël, ont le sentiment qu'on est en train de tuer la démocratie. Et évidemment, vous avez par exemple Yaron Zelicha, qui est un grand économiste qui prend souvent la parole et qui montre à quel point la crise conjoncturelle du corona, la crise économique conjoncturelle du corona, finalement, est révélateur d'une situation catastrophique d'un point de vue économique qui laisse énormément de gens sur le bas-côté de la route en Israël, avec une politique ultralibérale assise sur des relations avec des grands trusts qui tiennent le pays et qui lui tirent tout son jus d'une certaine manière. Donc vous voyez là un ensemble, une constellation de revendications fortes qui reviennent régulièrement, mais pas de leader clair, plusieurs leaders, plusieurs personnes qui sont des figures. Je pense notamment à Orly Bar-Lev, qui est vraiment une journaliste indépendante et qui fait un travail exceptionnel, extraordinaire, de rendre compte en permanence de la réalité du terrain et qui apporte des éclairages sur les différents dossiers en matière de corruption. Le travail tout récent maintenant de Démocrate TV qui a été créé par Darkenou avec Lucie Harish, qui permet d'interviewer les gens en profondeur sur un certain nombre de sujets vraiment du débat public à beaucoup de niveaux sur la réalité que vit notre pays. Donc vous avez là, ce qui est aussi intéressant, je ne l'ai pas dit, mais vous avez une constellation de générations qui sont présentes. Moi, j'étais au départ du mouvement et dans les 3 premières semaines du mouvement, il y avait essentiellement des gens de ma génération, de la génération d'Amir Eskel, 60-70 ans. Et puis, il y a eu un basculement. Je crois qu'il y a un élément qui a été un des éléments déclencheurs de la jeunesse. Il y a eu un basculement, je ne sais pas si
lorsque Tsahi Hanegbi, ministre sans portefeuille, a osé dire à la télévision Trarta, c'est-à-dire finalement la pauvreté, la crise économique, tout ça c'est du bidon. Et je pense que ça c'était un élément déclencheur où les gens se sont sentis blessés d'avoir pris sur eux, d'avoir encaissé le fait de se retrouver au chômage, le fait de perdre leur emploi, leur source de revenus, et qu'on puisse à ce point-là se moquer d'eux ou les déconsidérer ou les humilier. Et la jeunesse est arrivée. Et aujourd'hui, quand vous allez à Balfour et quand vous allez à Césarée ou quand vous allez sur les ponts, une des choses que vous observez, c'est que c'est un mouvement de contestation qui est plurigénérationnel. Vous avez des enfants, vous avez des familles, vous avez des jeunes, vous avez des personnes moins jeunes qui sont présentes. Voilà. Un élément, un coup de génie des drapeaux noirs, et je suspecte Chikma d'avoir emprunté cette stratégie aux Gilets jaunes en France, ça aura été non seulement évidemment d'inviter à aller à Balfour, mais ils ont démultiplié la présence sur les intersections et les ponts. Personne en Israël, à 18h, Shabbat, ne peut éviter du nord au sud de passer sous un pont avec des dizaines, voire des centaines de personnes qui manifestent. Et ça crée un sentiment de puissance, ça crée un sentiment de masse, finalement, que quel que soit l'endroit où vous allez en Israël, vous allez vous confronter à des gens avec des panneaux, avec des drapeaux qui dénoncent l'ère de Netanyahou et l'ère de la corruption contre les intérêts généraux du public en Israël. Voilà pour brosser très rapidement ce que je vais dire de cette Mecha. Je voudrais moi… Contestation, Mecha, c'est contestation. Contestation, oui, pardon, de cette contestation. J'ai quelques bonnes nouvelles. Premièrement, je veux dire une chose, je ne sais pas si tous nos auditeurs sont conscients, nous avons en face de nous une machine de guerre. Nous avons clairement une machine de guerre d'une très très grande puissance, essentiellement une machine de guerre de communication, orchestrée de façon magistrale par Netanyahou. Ça là-dessus, personne ne peut lui retirer son orchestration génialissime finalement, de la façon d'orienter et de pointer du doigt et de nous stigmatiser. Et chaque semaine, il y a une nouvelle phrase. Chaque semaine, on nous pointe du doigt comme étant des extraterrestres, comme étant des gauchistes, comme étant des anarchistes, comme étant des gens qui propageons les maladies, etc. Ça rappelle à certaines personnes certaines images des années 30. Et donc, ça c'est un peu David contre Goliath. C'est un peu des gens qui aiment ce pays, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais énormément de cœur, énormément de volonté et de pugnacité face à une machine qui est soutenue, on va le dire, par les médias mainstream qui soit minimisent l'ampleur du phénomène, soit effectivement se font les porte-voix des attaques permanentes de Netanyahou et de son gouvernement, et notamment du Likoud, j'entends, contre ces mouvements de manifestation. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Et quelque part, il y a un autre élément. Quand je parle de machine de guerre, il faut comprendre que ces manifestants sont non violents. C'est un leitmotiv, c'est un mantra, non à la violence. Il y a même un signe avec les mains croisées qui est un symbole de non-violence. Et je suis sur le terrain toutes les manifestations. Et je peux vous raconter par le menu la façon dont nous sommes violentés et attaqués. Que ce soit qu'on attaque à travers des canons à eau de façon extrêmement violente pour sortir les manifestants, qu'on soit tout d'un coup en plein milieu d'une manifestation attaqué par des espèces d'armoires à glace alors c'est pas Magav, mais c'est une autre unité, la police des frontières en fait, qui rentre en plein milieu, comme ça, des groupes de 10-15 personnes qui sont tous des armoires à glace et qui rentrent en plein milieu et prennent les mégaphones et prennent les tambourins et tout d'un coup attaquent des gens, prennent des gens au hasard, parce qu'on vraiment on comprend pas comment des jeunes, la plupart c'est des jeunes hommes qui se font interpeller, attraper de façon totalement arbitraire en plein milieu de la contestation. Donc violence policière et le sentiment, vous l'avez compris pour ceux qui suivent de façon attentive l'actualité, Netanyahou n'a pas nommé de chef de la police et donc on a une police qui est complètement politique d'une certaine manière et qui est aux ordres des desiderata politiques pour
écraser les manifestants. Et vous avez, au gré de ces manifestations, toute forme plus ou moins élaborée, plus ou moins violente et lourde d'attaque de la police. L'une des attaques les plus récentes, ça a été l'arrestation de Chosky. C'est un personnage, c'est un intellectuel israélien qui est déguisé en une femme nue un peu voluptueuse, qui est un personnage connu en Israël. Il a été attaqué, on l'a arrêté, on l'a fouillé de façon tout à fait indécente. Donc voilà, les attaques de la police, l'impression d'être sous les feux de la propagande anti-manifestants, évidemment, contre ce mouvement-là. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, premièrement, il y a un sentiment d'une très grande solidarité. Vous avez des gens qui ont le sentiment d'être des résistants, tout simplement, d'être des gens qui sont des frères d'armes, qui reviennent et qui se connaissent et qui s'organisent et qui se parlent et qui font qu'en très peu de temps, on peut organiser à César une manifestation, on peut se retrouver. Alors, je ne dis pas que c'est toujours heureux, vous n'avez pas toujours 10 000, 100 000 personnes, vous avez ici 300 personnes, etc. Moi, j'ai une chose à dire. Il faudrait que tu conclues là maintenant, David. Alors, c'est pour me projeter un peu dans le temps. J'ai une chose à dire. Et c'est mon espoir personnel. Alors, premièrement, sur la façon dont ça va se traduire politiquement, je laisserai à Denis le soin d'apporter ces scénarios. En ce qui me concerne, je peux vous dire que ce que fait cette contestation, c'est qu'elle amène des citoyens à se saisir de leurs responsabilités de citoyens quant à un certain nombre de sujets dans la société. Et donc, je pense que la société civile va gagner de ces dizaines, ces centaines de milliers de gens qui, s'ils ne gagnent pas maintenant, ils auront commencé une bataille et ils seront impliqués dans les différentes organisations pour mener des attaques contre le pouvoir sur les questions de corruption, sur les questions d'état de droit, etc. Je crois que c'est ça mon espoir, c'est de dire, vous avez des citoyens qui comprennent que la politique en Israël, ce n'est pas 120 gugus à la Knesset qui se font des petits accords entre eux, c'est des citoyens qui ont leur mot à dire sur chacun des sujets sur lesquels il y a des votes, sur chacun des sujets qui les concernent. Et ça, c'est ce grand espoir que j'ai, c'est de voir autant de citoyens impliqués et concernés par la politique avec un grand P noble, pas seulement les petites affaires, mais politiciennes, mais ce qui concerne notre destin collectif. Voilà, ce sera mon premier mot de conclusion sur cette contestation. Alors, juste une question qui t'est destinée par rapport à le côté de l'implication de la société civile dans ces manifestations, pas tellement politique. Est-ce que parmi les Israéliens qui participent, il y a une idée de se rapprocher, au moins dans la démarche qui a existé en Europe, dans des mouvements similaires, que ce soit en Espagne ou en France au cours des années récentes, ou bien ce qui se passe en ce moment au Liban, notamment, c'est une remise en question également du pouvoir pour des problèmes de corruption. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points de convergence avec une traduction politique concrète? C'est ça la question? Oui, est-ce qu'il y a une prise de conscience que ça peut se rapprocher de ce qui se passe ailleurs, quoi? Ou est-ce que c'est vécu comme une expérience interne uniquement? Non, c'est clair que vous avez beaucoup de références par rapport à ce qui s'est passé au Liban. Je crois plus récemment en Biélorussie, si je ne dis pas de bêtises, il me semble en Serbie aussi, donc à Hong Kong. Donc il y a effectivement le sentiment de participer d'un mouvement probablement plus important sur les questions de démocratie, de liberté, etc. On est dans un contexte où les libertés sont mises à mal du fait de cette crise sanitaire. Mais il n'y a pas aujourd'hui de pont ou de jonction, et je crois que c'est volontaire, mais vous avez des hommes politiques qui sont particulièrement visibles dans le mouvement de contestation. Je pense notamment à Yair Golan qui est présent, Lapid peut-être un peu moins. Je pense notamment à Eli Avidar, extrêmement partie prenante de qui joue quasiment sa carrière politique sur sa participation et son encouragement à participer à ce grand mouvement de contestation. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'émergence, d'une traduction, et je crois que ce n'est pas voulu pour l'instant de la part des différents organisateurs. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, bon, ça, on va poursuivre avec Eric justement sur cet aspect-là. Donc, merci. On reviendra sur toi tout à l'heure. Alors, Eric, je te présente en quelques mots. Donc, tu es aujourd'hui médecin. Tu as été à l'armée, tu es lieutenant-colonel de réserve à l'armée. Tu as été médecin militaire dans différentes unités. Tu es actuellement, attends, juste, je te mets en vedette, voilà. Tu es actuellement directeur médical de l'hôpital chirurgical
de privé d'Herzliya Medical Center. Ce qui te caractérise, à différence de David ou de Denis, c'est que tu es aussi membre d'un parti politique, du Parti travailliste, et qu'à ce titre, d'après ce qu'on m'a dit, on ne se connaît pas, pour la première fois on se voit tous les deux, mais on m'a dit que tu as été de ceux qui ont soutenu la participation du gouvernement, au gouvernement du Parti travailliste. Tout le monde sait que le Parti travailliste là c'est un peu scindé. Sur les 3 députés élus, 2 participent au gouvernement avec des postes de ministres, Itzik Shmueli et évidemment le président du parti, notre ami… Amir Peretz. Pardon? Amir Peretz. Oui, bien sûr. Amir Peretz. Et puis la 3e députée, Merav Michaeli, est restée dans l'opposition. Voilà. Donc voilà. Les questions que je voudrais te poser, c'est de nous dire quelle est la position des partis politiques, ceux qui sont dans l'opposition comme ceux qui soutiennent notamment le Kahol Lavan, c'est-à-dire bleu et blanc, et le Parti travailliste, ce gouvernement par rapport à cette contestation. D'abord, c'est assez difficile de passer après David. Il parle tellement bien et tellement, de façon tellement fluide. J'en perds mon français. Je crois, je vais parler d'abord de la raison pour laquelle, moi, à l'intérieur du Parti travailliste, j'ai décidé de supporter la rentrée et l'entrée au gouvernement. Je crois que David a bien présenté la cible, en fait, ce qu'il se passe en ce moment en Israël. Le danger extrême, c'est le danger d'une scission dans le peuple. C'est le danger de voir monter un gouvernement qui est un gouvernement, je ne dirais pas une dictature, mais une démocratie autoritaire, qui ne fait pas la place également aux minorités. Et je crois que devant ce danger, j'avais vraiment le sentiment d'un danger de sécurité, d'une insécurité intense. Et je crois qu'il fallait être absolument au gouvernement. L'accord qui a été signé entre Kahol Lavan et le Likoud est un accord qui peut être représenté comme une partie de bras de fer, en fait. Sur chaque point, il y a un point en face, l'un en face de l'autre. Et c'est un petit peu ce qui caractérise ce gouvernement ces derniers temps, c'est un petit peu l'immobilisme parce qu'ils essayent de se bloquer l'un l'autre. La présence au gouvernement était donc pour moi quelque chose de vital. Laisser le champ libre à Netanyahou et à ses sbires, c'était quelque chose qui était pour moi un danger du plus haut niveau. Je crois que c'est ressenti comme ça par les gens qui sont proches de Gantz. Certains, je les connais. Puisque certains étaient à l'armée. Un a été mon commandant direct dans la base aérienne, le commandant Amir Echel, qui était après le commandant de l'armée de l'air, le ministre de la science. Je crois qu'on avait ce sentiment d'urgence pour lequel on ne pouvait pas laisser le champ libre à Netanyahou. Alors en ce moment, les partis politiques ce sont un petit peu sur ce qu'on appelle la barrière, en fait. Ils sont, comme on dit en Israël, ils sont assis sur les barreaux, ils regardent. Ils regardent d'un côté Netanyahou se débattre avec le corona, et d'un autre côté, les manifestations qui sont attisées continuellement, qui attisent le mouvement contre Netanyahou. Mais Netanyahou ne c'est pas le seul problème. Moi, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas ceux qui manifestent, parce que ça, d'abord, je tire mon chapeau à ceux qui manifestent tous les soirs, toutes les semaines à Balfour et sur les ponts et à ces arrêts. Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas ceux qui manifestent, ce sont ceux qui ne manifestent pas. Et ils sont ils sont peut-être la majorité. Et une grande partie encore du peuple ne voit pas d'alternative à Netanyahou. Gantz, pour reprendre un mot de l'armée, s'est mis sur la barrière. C'est-à-dire il s'est jeté
sur les barbelés. C'est un système de l'armée où un des soldats se jette sur le barbelé pour que les autres puissent passer. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait, en sachant très bien pertinemment que son avenir politique est en danger. Parce que se mettre devant Netanyahou, Bennett l'a essayé et s'est rétamé. Yair Lapid l'a essayé et s'est fait rétamer. Donc, Lieberman également. Donc, on sait que c'est très difficile de se mettre devant quelqu'un d'une aussi grande force politique, manœuvrière, comment s'appelle, qui utilise tous les moyens, même les pires. Même les pires, et David les a rappelés, que ce soit des fausses nouvelles, que ce soit utiliser, injurier les manifestants, les opposants, que ce soit de créer des fausses informations. Donc, il a dit, il a compris qu'il fallait être sur le terrain, parce que si on laissait Netanyahou, quelle aurait été la possibilité de ne pas rentrer dans le gouvernement? C'était de laisser Netanyahou en fait faire une coalition d'extrême droite serrée, beaucoup plus dangereuse et sans exister, parce que l'opposition n'existe pas en Israël. Quand on est dans l'opposition, on n'a pratiquement pas de pouvoir à la Knesset. Donc pour nous, je crois que c'était vraiment un moment de se dire il faut se jeter sur la barrière et pour pouvoir peut-être, dans un deuxième mouvement, laisser passer les choses, laisser passer les gens qui viendront. Est-ce que ces mouvements de manifestants, est-ce que ces manifestations, Kraï Ministère, En Matzav, est-ce qu'ils vont créer le nouveau parti ou le nouveau mouvement qui pourra prendre la relève? Parce que ce n'est pas extirper le populisme qui est en train de naître en Israël ou de prendre racine. Ce n'est pas quelque chose qui va demander une ou deux manifestations. Ce n'est pas quelque chose qui va demander une ou deux sessions de vote. Donc, c'est quelque chose qui va prendre encore longtemps. Est-ce que ces mouvements de manifestants vont pouvoir créer? Pour l'instant, je ne le vois pas. J'aimerais, parce qu'on a besoin de prendre de la relève. Le parti travailliste dont je fais partie à zéro votant pour l'instant dans les sondages, c'est-à-dire qu'il a été atomisé par l'entrée au gouvernement, et je ne le regrette pas. Je le dis encore une fois, je ne le regrette pas. Je crois que c'était un sacrifice, comme aux échecs, des fois il faut se sacrifier pour prendre le roi, et c'est des manœuvres qui sont à long terme. Et c'est ce que comprend Gantz également. Quand on a l'impression, des fois, on le décrit comme quelqu'un sans vertébrale. Mais il comprend très bien que ce que cherche Netanyahou, c'est la confrontation. Parce que dans la confrontation, il est le plus fort. Et c'est un petit peu, en fait, la fable du chêne et du roseau. Il essaye de tenir face à quelqu'un qui utilise la force et qui comprend que la force, qui veut toujours essayer d'arriver à la confrontation pour pouvoir casser son adversaire. Et c'est ce que Gantz essaye d'éviter justement. Pendant tous ces mois, ce n'est pas facile, ça lui fait avaler des couleuvres, il doit manœuvrer. Et par exemple, les accords, on a vu lors des accords, la signature des accords avec les Émirats arabes unis ou avec le Bahreïn, où il était mis à l'écart. Mais c'est quelque chose où il doit tenir pour pouvoir être encore au gouvernement. Le poste du ministère de la Défense est un poste extrêmement important en Israël. Pendant des années, David Ben-Gourion se le réservait en tant que Premier ministre et ministre de la Défense, parce qu'on sait que l'armée, c'est la colonne vertébrale du pays. Et encore maintenant, c'est un poste qui est considéré comme le poste le plus important après le poste de Premier ministre, peut-être à égalité avec le poste du ministère des Finances. Mais
Donc, ce que je veux faire comprendre pour revenir à notre position, c'est que nous avons vu devant nous un danger extrême, un populisme qui s'installe dans les couches euh, les plus étendues de la population. En Israël, de plus en plus de gens pensent qu'il n'y a pas d'alternative à Netanyahou. Même ceux qui ne sont pas pour lui le regardent comme un génie, comme a dit David a dit, il est génialissime. Mais non, il n'est pas génialissime. C'est simplement un opportuniste qui utilise les instruments les plus dangereux pour notre pays. Et le problème, ce n'est pas lui, parce que lui ne va pas vivre éternellement, mais le problème, c'est le sentiment qu'il introduit dans ce pays, que seul un homme fort, seul un homme, une dictature, peut arriver à diriger un pays. Le danger, c'est ce que fait le travail qu'a fait Bennett et Shaked contre la Haute Cour de justice, contre les juges. Ce matin, à la radio, j'entendais des commentateurs de radio monter en épingle une histoire sur un juge pour essayer de prouver que cette juge devait passer devant un contrôle, un examen. C'est ce langage qui s'installe en Israël, ou qui est même installé depuis quelques années, où il est légitime de dire qu'il faut enquêter sur les enquêteurs, où il faut enquêter sur... il faut mettre en examen les policiers qui examinent eux-mêmes des inculpés, comme dans le cas de Netanyahou. Donc, ce langage-là, ça va prendre des années à l'extirper. Et il faut être au gouvernement, parce que c'est dommage, mais c'est le gouvernement, c'est pas dommage, mais c'est au gouvernement que se décide le budget. Et donc, là où va être l'investissement le plus grand dans les systèmes d'éducation, dans les systèmes militaires et dans les systèmes économiques. Donc, sans être au gouvernement, on n'a aucune chance de manœuvrer. Maintenant, je pense qu'il est très important de continuer ces manifestations pour d'un côté montrer à Netanyahou et à l'autre partie de la population qui ne participe pas aux manifestations, continuer de montrer que rien n'est perdu, qu'il y a toujours une partie de la population qui est capable de regarder et de voir qu'il y a besoin d'un système démocratique qui respecte la séparation des pouvoirs, qui respecte le fait qu'il y ait un pouvoir judiciaire indépendant qui ne soit pas aux mainmises des politiciens. Et donc, je pense qu'il faut, d'un côté, la présence au gouvernement, d'un autre côté, continuer les manifestations. Et j'espère que ces manifestations, j'espère que ces manifestations sauront créer le mouvement qui permettra de prendre le relais de ce qu'a fait Kahol Lavan et le Parti travailliste. Eric, s'il y a des questions, j'aimerais bien répondre. Oui, Eric, il y a des questions justement vers toi que je vais te transmettre qui tournent effectivement sur la participation au gouvernement. Beaucoup mettent en doute, enfin vu d'ici, l'influence que peut avoir le Parti travailliste et bleu-blanc dans ce gouvernement sur la politique extérieure, sur la politique intérieure, notamment Gantz, quelle est sa position sur la question des 2 États ou pas 2 États. Il a fait notamment récemment, et Gantz, je ne te parle pas du Parti travailliste, là, a fait des déclarations, tu as dû les voir vis-à-vis des colons, en proposant éventuellement de reprendre certains projets disons, de construction dans certains lieux dans les territoires. Alors, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la vision des 2 États?
Donc, beaucoup de questions tournent autour de cela. Est-ce que malgré tout, après quelques mois de participation, vous pouvez déjà tirer un premier bilan, de voir ce que vous avez réussi à bloquer, vous avez réussi à faire passer, et pour garder ce crédit qu'une partie disons, de vos électeurs vous contestent, c'est-à-dire beaucoup d'électeurs ont été déçus, comme tu le sais, que ce soit travaillistes ou bleu-blanc, ont été déçus par ces choix-là. Voilà. Quel est ce bilan, ce premier bilan qu'on peut tirer? Je crois que la première chose, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas été ce que Netanyahou avait promis à un grand cri, l'annexation. L'annexation de la vallée du Jourdain n'a pas été mise en place. L'annexation qu'il avait prévue a été reportée. Et je pense que pour l'instant, il y a des travaux qui se font de façon interne et qui montrent à Netanyahou également que pour l'instant, il n'a pas la possibilité de mettre en place son désir d'annexer les territoires. Je crois qu'il faut la position de Kahol Lavan et la position du Parti travailliste est qu'il va falloir faire des arrangements territoriaux. Il va y avoir des territoires qui vont être ramenés à Israël, rassemblés à Israël. Ce sont les grandes implantations. Et il va y avoir des territoires qui vont être remis à l'autorité palestinienne. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend. Il va y avoir il y a un consensus autour des grands centres d'implantation d'un côté et un consensus autour des territoires qui vont être remis en main à l'autorité palestinienne. On sait qu'on n'arrivera pas à une annexation totale, mais Netanyahou lui-même également comprend ça. Il doit faire passer ça à son côté droit, à l'aile droite de son parti. Mais je pense que le bilan, c'est que pour l'instant, tout ce qui a été mis en avant par Netanyahou n'a pas été mis à l'exécution. En définitive, on se retrouve un petit peu avec le grand espoir de Pérez, le Moyen-Orient, le nouveau Moyen-Orient, avec des accords. Je crois que c'est difficile de les appeler des acteurs de paix parce qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les Émirats arabes unis et Israël, ou Bahreïn, ou peut-être le Koweït qui va être le prochain. Mais ce sont des accords de coopération, des accords de normalisation. Et je crois que c'est un peu ironique de voir Benjamin Netanyahou accomplir le rêve de Pérez. Donc, pour l'instant, je crois que le bilan est plutôt positif et il ne faut pas minimiser le rôle du ministère de la Défense qui a un budget énorme et qui donc des capacités d'influence énormes, non seulement dans la lutte pour le corona, comme on va le voir maintenant dès que ça va être mis en place, mais également pour influencer des processus économiques et des processus diplomatiques qui sont mis en place. Est-ce que, autre question, qui était destinée aussi bien d'ailleurs à David, est-ce que les décisions prises actuellement de remettre Israël dans le confinement total, est-ce que ce n'est pas aussi une manœuvre pour casser tout ce mouvement de contestation? Et par ailleurs, est-ce que c'est responsable pour les manifestants de continuer à manifester? Parce que sur le plan sanitaire, il y a des risques, d'une part, et puis par ailleurs, les opposants aux manifestations commencent à dire si eux manifestent, nous, on peut aller prier pour ce qui concerne les orthodoxes dans les yeshivot, etc. Donc, on voit bien ce débat public en ce moment en Israël là-dessus. David, je peux répondre en tant que médecin? Vas-y, je t'en prie. En tant que médecin, oui, c'est important. Je manifeste et je prie, donc les deux. Et il faut le faire de façon raisonnable, c'est-à-dire avec un masque et avec une distanciation tenue debout dehors. Tout le monde était à distance de plus de 3 mètres. J'ai rencontré là-bas même Herzog, l'ancien président du Parti travailliste, Bougie, Herzog. Donc, on peut prier, on peut manifester, on peut travailler. Il faut le faire de façon responsable, c'est-à-dire avec le masque, en se lavant les mains et en gardant une distance sociale de plus de 2 mètres
plus c'est le mieux. Essayer d'éviter de se retrouver à plus de 10 personnes dans une pièce fermée. Donc, on peut tout faire. Je ne crois pas que le confinement actuel a pour but de casser les manifestations. Le confinement actuel, et moi je suis complètement contre parce que je crois qu'il crée des problèmes à moyen et long terme, surtout du point de vue de la santé publique, parce que je pense que les gens se diagnostiquent moins, se soignent moins, et lorsqu'ils auront moins d'argent également, se feront moins soigner. Et c'est à moyen et à long terme des choses qu'on verra dans les 5 et 10 ans, et peut-être 20 ans à venir, des pathologies, l'hypertension, le diabète, des choses qui n'ont pas été décelées, diagnostiquées ou traitées de façon assez bonne à cette époque. Donc, je ne suis pas pour le confinement, mais le confinement laisse au gouvernement la possibilité, en fait, c'est un coup de frein brutal pour essayer de diminuer rapidement, le plus rapidement possible, ça va prendre 2, 3 ou 3 semaines, ou un peu plus, le nombre de contaminés, et mettre en place ce que professeur Gamzu voulait mettre et veut mettre, c'est casser la chaîne de contamination en utilisant le ministère de la Défense, en utilisant toute la capacité logistique du ministère de la Défense et de Tsahal. Donc, je ne crois pas que c'est visé contre les manifestants. Les manifestants doivent continuer à manifester, mais ils doivent le faire de façon responsable, comme le font bien sûr David et tous ses amis. Et les gens qui veulent prier doivent le prier et le faire de façon responsable. Okay. David, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste bon, on n'est pas d'accord sur un point. Alors, quand je considère le deuxième, ce deuxième confinement général, oui, je pense qu'il a une portée politique, mais il n'a pas juste une portée politique par rapport au mouvement de contestation. Je pense que ça, c'est un des éléments. Mais il y a un autre élément qui est clair et qui participe du sentiment d'incohérence absolue de la politique sanitaire menée depuis des mois, c'est qu'on voit bien que cette décision, alors que dans les jours qui ont précédé, et lorsqu'effectivement le nombre de contaminés, enfin le nombre de gens porteurs, hein, attention, ils ne sont pas malades, on a augmenté de façon très massive aussi les tests. Donc évidemment, quand vous augmentez les tests, mais enfin, je rappelle juste qu'il y a seulement 9% des gens qui sont positifs avec cette montée en puissance des tests. Mais je voudrais quand même juste pointer une chose, c'est quand c'est politique, c'est aussi que nous savions, et c'était le projecteur, c'est-à-dire la personne en charge, M. Gamzo, le professeur Gamzo, qui était en charge de la question du corona, avait effectivement pointé non seulement une stratégie qu'on connaît en Europe, en Suisse, etc., mais en plus de ça, avait mis en évidence dans les jours qui ont précédé, les semaines qui ont précédé, les lieux de contamination qui étaient essentiellement dans les villages arabes et dans les villes orthodoxes comme Modin-Elit, comme Elad, comme Bnei Brak. Hein, juste pour la petite histoire, vous avez aujourd'hui, dans la mortalité générale, plus de 37% des personnes qui sont issues du monde orthodoxe. Donc, il y a, oui, quelque chose de l'ordre de la décision politique dès lors où il y a une tractation avec les partis orthodoxes qui demandent à ce qu'il y ait un confinement général, là où la rationalité de l'action eût été de confiner, comme c'est le cas aujourd'hui à Madrid. Hein. À Madrid, par exemple, ils ont reconfiné un quartier du sud de Madrid où il y avait un taux extrêmement important de contamination. Et donc, oui, c'est politique au sens où c'est lié à des tractations dans la coalition gouvernementale avec les partis orthodoxes qui ont commencé à pointer du doigt les manifestants ou les manifestations et de ne pas vouloir suivre la politique qui était recommandée par les épidémiologistes, était recommandée par Gamzo, à savoir fermer de façon très localisée les lieux où il y avait un niveau de contamination élevé. Donc oui, politique, pas exclusivement contre les manifestants, mais je peux vous dire que Netanyahou ne dort pas parce qu'on est dans la rue. Donc ça, c'est clair. Mais je ne pense pas que ce soit que ça. Il y a aussi, il est piégé par son système de coalition, par son système d'alliance avec les partis orthodoxes. Alors, je voudrais corriger, je suis entièrement d'accord avec David. C'est effectivement un confinement généralisé pour des raisons politiques, pas pour des raisons sanitaires.
J'ai simplement dit que ce n'était pas dirigé contre les manifestants, mais c'était quelque chose qui était effectivement pour calmer les alliés Haredi de Netanyahou, Orthodoxe. les alliés orthodoxes, pardon, les alliés orthodoxes de Netanyahou, et éviter la disparition de leur soutien au gouvernement. Mais c'est vraiment, il n'y avait aucune raison de faire un confinement généralisé. Et effectivement, il fallait faire le confinement localisé en essayant de casser la chaîne de transmission au niveau local et ne pas obérer toute la vie économique du pays. Et je crois qu'on le sent. Moi, je tourne beaucoup en ce moment dans le pays. Le Séguer, ce qu'on appelle le confinement, il est assez lâche pour l'instant. Et on parle de le resserrer encore plus et d'atteindre en fait maintenant également les travailleurs qui travaillent de façon indépendante. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être une arme à double tranchant au point de vue économique. Quand je regarde en tant que médecin, les gens qui vont avoir des difficultés pour se soigner, je crois que ça a vraiment un prix exorbitant. Alors, une question pour David à propos des manifestations. Est-ce qu'il y a une participation des Arabes israéliens d'une part, et est-ce qu'on a vu des orthodoxes aussi manifester? Alors, c'était par rapport disons, aux limitations que le gouvernement a décidé à leur encontre pour prier, etc. Mais est-ce qu'il y a des religieux qui participent également dans cette contestation et qui remettent en cause la direction du pays par Netanyahou? Arabes israéliens et orthodoxes. Oui, alors, arabe israélien, il y a effectivement un jeune garçon, Yanal Jabarin, une étoile montante comme ça, qui a pris la parole plusieurs fois avec un discours d'unité, un discours de paix intérieure. Ensemble. Attends une seconde, parce qu'il y a un écho là, on entend une autre. Eric, peut-être coupe ton micro, je ne sais pas qui quelqu'un d'autre parle. Vas-y, repars. Donc, pour répondre rapidement, non, on ne voit pas, si ce n'est à travers le Parti communiste Hadash, assez présent et assez visible sur les manifestations où vous avez juifs et arabes l'ensemble qui manifestent, mais dans l'ensemble, on a le sentiment que les arabes israéliens, même s'il y a un soutien, moi j'habite Yafo et donc les gens me disent toujours un petit mot gentil quand ils me voient partir avec mon drapeau noir, mes t-shirts, etc., une espèce de sympathie, mais dans l'ensemble, je ne trouve pas qu'il y ait une grosse représentation des Arabes israéliens, je veux dire, à travers Hadash, mais c'est tout. Concernant les orthodoxes, alors il y a eu des images un peu fameuses il y a 2 semaines, mais on était à la veille de la décision d'Ouman, et donc vous avez le courant chassidique Nachman qui est arrivé dans la Mecha, il y a eu des liesses comme ça et des gens qui ont chanté et dansé entre eux, mais enfin, c'était quand même une présence très intéressée qui surfait sur la vague de Balfour pour obtenir les autorisations pour aller à Ouman. Non. Moi, j'ai vécu quelque chose, une anecdotique. Il se trouve que dimanche soir dernier, on s'est retrouvé que notre groupe face à une femme orthodoxe avec ses 3 enfants et qui nous a dit des choses qui nous a totalement sidérés. Qui nous a dit que la haine entre nous était insupportable, qu'on devait arrêter avec ça, et que pour elle, ces manifestations, c'était la Géoula. Mais c'est voilà, la résurrection. Hein? Géoula, résurrection, traduit. Oui, enfin, mais bon, voilà, à part le Rav Fruman, par exemple, qui vient très régulièrement des territoires, qui vient très régulièrement manifester, notamment contre le leadership corrompu. Mais dans l'ensemble, alors des personnes avec kippa, oui, vous en avez, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le sentiment, c'est que vous n'avez ni les Arabes, ni les religieux, même les religieux nationaux avec des kippot srugot, et encore moins les orthodoxes à ce stade. Voilà. Ok. Très bien. Bon, on va pour l'instant en rester là. Rédemption, oui. Excusez-moi. Rédemption, plutôt. Géoula veut dire plus rédemption que résurrection. Oui, excusez-moi. Alors, je vais passer maintenant la parole à Denis. Denis, que nous
pratiquement tous nos amis qui viennent à nos réunions connaissent parce qu'il vient souvent d'une part à Paris et qu'il est très présent à nos réunions. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis a écrit de nombreux ouvrages, d'articles sur le sionisme, sur Israël. J'en citerai deux à nos auditeurs, en tout cas que j'encourage à lire. Le Retour sur Alt-Neuland, la traversée des utopies sionistes, qui est paru récemment aux éditions de l'Éclair. Et puis une réédition d'Israël et ses paradoxes au Cavalier Bleu. Voilà, donc ces deux derniers ouvrages, je pense, je ne me trompe pas. Alors, Denis, à toi revient le rôle maintenant d'essayer, non pas de conclure, parce que difficile de conclure, mais d'essayer de dégager une perspective de tout cela. Merci David, merci Ilan. Je suis très heureux de vous retrouver, mais c'est vrai que étant un habitué fidèle de J. Cole et du cercle Bernard Lazare, je sais que pour moi, un mouvement qui était toujours très touchant pour moi en tout cas, quand j'arrivais, quand je montais sur l'estrade, c'était de reconnaître dans la salle des tas de gens que je connais, Jean-Michel, Patricia, Martine, etc. Et là, je ne sais pas, ils sont là, ils ne sont peut-être pas là, etc. Et ça, j'avoue que ce petit moment-là qui était pour moi toujours très touchant de voir des gens que je connais depuis de longues années, voilà, ce soir-là, j'en suis quand même privé, même si peut-être qu'ils m'écoutent. En tout cas, voilà, j'ai écouté avec beaucoup d'attention David, que je connais bien, qui est un ami personnel, Eric, que j'ai découvert comme vous. Ayant le privilège, si j'ose dire, d'être le dernier, ayant aussi peut-être cette position un peu différente par rapport à eux deux, puisque les deux sont des acteurs. David dans les manifestations, Eric en tant que membre d'un parti et donc favorable à l'entrée au gouvernement, là où, sans avoir jamais caché, ça je pense que personne n'en doute, sans avoir jamais caché mes convictions, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement pour les exprimer que pour pouvoir m'appuyer sur mon travail, mes recherches, mes capacités ou mes compétences pour analyser une situation. Et je dis cela parce que je vais, tout en appuyant, et je dirais autant l'attitude de David qui consiste à dire, voilà, l'avenir est dans ces manifestations, que la position d'Éric qui consiste à dire, non, non, l'avenir est dans la présence au gouvernement, ça va finir par payer, même si on n'en voit pas encore aujourd'hui le prix, mais on pourrait dire la même chose pour les manifestations, on n'en voit pas le prix, mais on n'en voit pas encore la récompense. Donc les deux sont dans une position d'attente. Et moi, mon but, ce sera, tout en exprimant une grande sympathie, je veux dire, vis-à-vis des deux positions, c'est de s'expliquer, mais alors si tout va, pas aussi bien, mais si ces mouvements-là, que ce soit être présent au gouvernement ou que ce soit être dans les manifestations, va apporter la rédemption, puisqu'on a parlé de rédemption, j'ai envie de dire, comme dans la tradition juive, pourquoi elle tarde? Voilà, parce que si c'était aussi simple que ça, à écouter le discours de David, donc je vais être un peu critique, mais encore une fois, à partir d'une position de sympathie totale. Si je vais être un peu critique et à l'égard de la position de David et à l'égard de la position d'Éric, c'est parce qu'on a envie de dire que la question à laquelle ils ne répondent pas, mais pourquoi ça ne s'effondre pas aussi vite que ça? Pourquoi, si tous les éléments sont là, pour que ça explose, pourquoi ça n'explose pas? Et c'est ce qui permet peut-être d'exprimer voilà, un petit peu de distance, un petit peu de recul, mais voilà, tout en étant dans leur camp. Hein. C'est pas que j'ai pas viré ma cutie comme on dit, mais essayer de fournir finalement au public de J. Cole et du cercle Bernard Lazare, d'essayer de comprendre, ok, c'est très sympathique, c'est très encourageant, ça fait plaisir, etc., mais où ça bloque, voilà, où ça bloque et où ça continuera peut-être de bloquer. Alors, moi, je dirais d'abord que, pour donner une courte analyse, et je note bien le temps qu'on a devant nous, maintenant, à ce stade-là de notre intervention, je dirais qu'effectivement, moi, ce qui me paraît, et je distribuerai beaucoup de bons points et de satisfaction et des éloges, hein, je ne suis pas uniquement dans une posture critique, c'est effectivement, à propos de ces manifestations, de noter qu'elles témoignent d'une protestation, alors que moi, je qualifie plus de morale que de politique. Voilà.
C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît important et peut-être un peu neuf aussi, c'est que c'est clairement une protestation morale. Pourquoi je dis une protestation morale? Parce que son point de départ, et ça David l'a très bien analysé, c'est effectivement que, en dépit du fait que la loi israélienne autorise un Premier ministre à être mis en examen et à mener son procès en même temps qu'il continue d'exercer le pouvoir, et si quelqu'un se demande mais comment on en est arrivé là en Israël, comment se fait-il qu'on a estimé qu'un ministre doit se démissionner aussitôt, et en revanche, le Premier ministre, lui, ne doit pas démissionner s'il est mis en examen, et à plus forte raison s'il est inculpé. La raison, c'est qu'on estime que quand bien même c'est un suffrage universel indirect, on ne vote pas directement pour Netanyahou ou pour Amir Peretz ou pour Benny Gantz, on vote pour des partis politiques, mais quand bien même il s'agit d'un suffrage universel indirect, on estime que le Premier ministre est celui qui a été désigné par le peuple, encore une fois, même si le peuple ne le désigne pas en particulier. Alors qu'un ministre, c'est une nomination, et qu'une nomination, elle peut être révoquée. Voilà. Il n'y a pas le même rapport entre un ministre et le suffrage universel qu'il n'y a de rapport entre le Premier ministre et ce fameux suffrage universel. Et donc, je dis que c'est une protestation morale parce que, d'une certaine manière, et David, tu me diras si j'ai raison ou tort, cette protestation, elle est, en théorie, par principe, totalement déconnectée du bilan de Netanyahou. Je veux dire par là que, et vous le savez aussi bien que moi, ces protestations, elles n'ont pas commencé maintenant que ça tourne mal. Maintenant que la crise, on sent que Netanyahou n'arrive pas à gérer les choses, que ce soit par incompétence ou que ce soit parce qu'il ne sait pas y faire, qu'importe. Les protestations ont commencé du moment où il a été nommé Premier ministre. C'est-à-dire, et encore une fois, j'insiste là-dessus, indépendamment de son bilan. Même si on était encore les meilleurs en matière de gestion du corona, ça ne changera rien. Et on le voit avec les fameux accords de normalisation, ça n'a pas changé d'un iota. Il n'y a pas un manifestant qui s'est dit « il est peut-être corrompu jusqu'à la moelle, mais regardez, il apporte quand même des accords qu'aucun Premier ministre avant lui n'a été foutu de nous amener. » Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus moral. Ça n'a rien à voir, pour ainsi dire, avec le bilan. Je serais presque tenté de dire, s'il n'avait pas été inculpé, il n'y aurait pas de manifestation. On aurait été contre Netanyahou pour d'autres raisons, mais pas à cause de cela. Et ça, je dis, et je pense que c'est à la fois ce qui fait la grandeur, mais ce qui fait aussi un problème dans une manifestation, dans une protestation qui doit être également politique. Et je parlerai tout à l'heure encore une fois de cet aspect politique. La deuxième chose que je voudrais dire, effectivement, ça a été dit, mais je le recontextualise. David a parlé de la non-violence. Il y a eu un moment ou 2 soirées ou 3 soirées où ça a débordé. Très rapidement, tout le monde a compris parmi les organisateurs, parmi les manifestants, que ça desservirait la cause. Comme en France, on peut dire que d'une certaine manière, chaque fois qu'on a pu mettre en épingle la violence des Gilets jaunes contre les policiers, ils ont perdu un peu plus de poids dans l'opinion. En tout cas, c'est vrai que par ces 2 ou 3 soirées, il y a eu un peu de vandalisme, des bris de fer, etc. Voilà, on n'a pas de casseurs en Israël et ça a été vraiment l'exception qui confirme la règle. Et ça aussi, ça me paraît être un point important et ça fidèle, je dirais, à l'esprit de la manifestation. Troisième point, s'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à la tradition israélienne des manifestations. Alors, il faut savoir, et beaucoup d'entre vous certainement le savent, en Israël, on a une tradition de la manifestation qui n'est pas du tout analogue à celle de la France. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'en France, on défile. Voilà. En Israël, on ne défile pas. Il n'y a pas de manifestation, ou très rarement. Ça a eu lieu un peu en 2011, mais très peu. En général, en Israël, on va sur la Grande Place, sur le Forum, sur l'Agora, et on fait venir des hommes politiques qui viennent nous dire voilà ce qu'il faut penser, c'est bien, c'est mal, etc. Et je dirais, avec l'air de la musique, de showbiz, de la variété, on avait également des chanteurs, des artistes qui viennent donner le ton, etc. Ça avait un côté comme ça, bon enfant. Là, c'est assez différent. On a vu Achino Amnini chanter ça et là, mais de manière générale, là, je dirais que ce qui est nouveau, c'est le côté régulier. Alors, c'est vrai, c'est là un peu comme en Algérie d'ailleurs, c'est le vendredi avant l'entrée du Shabbat, parce que en théorie, le vendredi, tout le monde est libre pour y aller.
Et c'est le samedi soir, parce que le samedi soir, ça y est, on s'est reposé, et donc on peut aller manifester. Et donc, il n'y avait pas de manifestation le lundi, le mardi, le mercredi, le dimanche, parce que il faut compter sur des journées de loisirs, hein, des moments de loisirs, pour essayer, espérer rameuter le plus de personnes. Mais je ne dis pas ça pour raconter la manière dont ça se fait, mais pour noter quelque chose qui est très nouveau dans la protestation israélienne, c'est voilà, ce qu'on appellerait en français la constance. Voilà. Le fait de dire on est là toutes les semaines, 5 000, 10 000, 15 000, 3 000, qu'importe, on est là tout le temps. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, David là aussi l'a noté avec satisfaction. Je vais faire une comparaison terrible, mais c'est celle qui me vient à l'esprit et je sais que j'aurais dû trouver une autre image que celle-là, mais vous savez, c'est comme dans l'histoire de cimetière militaire. Pendant des années, le cimetière militaire, c'est celui de Jérusalem et tout soldat qui meurt va à Jérusalem est enterré là-bas, jusqu'au moment où les familles ont dit « mais attendez, mais moi j'habite à Eilat, j'habite à Kiryat Shmona » et donc du coup on a créé des carrés militaires un peu partout dans tout le pays. Toute municipalité a son carré militaire, on n'est plus obligé de l'enterrer. Alors désolé de l'image, mais c'est pour dire qu'on a compris effectivement qu'aller à Jérusalem, c'était sympathique quand on habitait Jérusalem, mais quand on habitait Tel Aviv, machin, etc., eh ben, non, ben, on n'y va pas, etc. Et d'où cette innovation, là aussi tout à fait neuve, ces protestations sur les ponts au-dessus des échangeurs, du réseau d'autoroutes, réseau routier israélien, qui fait effectivement que quand on se déplace le vendredi ou après-midi ou le samedi en fin d'après-midi, bah, effectivement, on peut se retrouver et ça permet effectivement à beaucoup plus de monde de se retrouver. Ça permet, je dirais, une sorte de décentralisation de la manifestation qui est bien vue. Voilà, ça, je donnerai également un très bon point. Alors, sur la question, et là, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet ou dans le vif de ma critique. Je regarde l'heure, je n'ai pas bon, ça va. Je prends encore 2-3 minutes. La question de la nature des participants, de la nature des manifestants. Et c'est vrai qu'on a d'un côté les personnes âgées, des personnes à la retraite, des personnes qui ont du temps, et de l'autre côté des jeunes. Alors, pourquoi ces jeunes pour deux raisons. C'est d'un côté le secteur étudiant, qui jusqu'à mi-octobre sont en vacances, entre guillemets, même s'ils ont un job, etc., mais ils sont quand même globalement en vacances. Et puis, c'est surtout, ne l'oublions pas, le secteur de la culture qui, depuis le début de la crise, depuis le confinement strict, n'est jamais revenu au travail. On n'a jamais réouvert les salles de cinéma, on n'a pas réouvert les salles de théâtre, etc. Donc, tous les artistes, et quand je dis les artistes, ce n'est pas simplement les vedettes, c'est aussi le preneur de son, c'est aussi, je sais pas, enfin, tout le côté, celui qui fait le casting, etc. Voilà, et en général, c'est une population relativement jeune en termes de secteur du travail, c'est pour ça que vous les retrouvez. Et maintenant, je vais en venir, alors effectivement, au point critique. Et là, vous me pardonnez d'être un peu sévère, David et Eric, mais encore une fois, c'est pour alimenter notre débat. Il y a eu deux choses, voilà, qui pour moi, je ne pouvais pas le prévoir, on n'a pas concerté nos points de vue, mais il y a eu deux expressions que David a employées et que Eric a employées. Et pour moi, je dirais, voilà, là, je mets le doigt, permettez-moi d'être très sévère, sur l'échec de cette manifestation et l'échec de notre gouvernement, sur la faillite de tout ce système-là. Alors, donnons la langue au chat, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Quand David a dit, moi, ce qui me fascine, ce qui me passionne, ce qui est génial, etc., c'est que je retrouve dans ces manifestations le bel Israël. Eh bien, je dis, il a tout à fait raison, si ce n'est que c'est par cela, pour cette raison-là, que ce mouvement ne peut pas déboucher sur quelque chose de plus général. Parce que quand vous dites, et David, tu es suffisamment longtemps en Israël pour le savoir, même avant ton retour, pour savoir que l'expression « le bel Israël », c'est un moyen de dire qu'il y a aussi un mauvais Israël, un Israël laid, et d'une certaine manière, c'est ça qui fait à la fois l'importance de ce mouvement, mais ce qui fait aussi qu'il est bloqué. Et puis, ça c'est l'expression de David, donc le bel Israël pour moi, je ne te reproche pas de l'avoir dit, je dis simplement que là tu as trahi par cette expression touchante et innocente de ta part, tu as trahi, tu as expliqué sans le savoir inconsciemment pourquoi ce mouvement ne peut pas aller plus loin qu'il n'est. Et de la même manière, mais exactement de la même manière, quand Eric a dit dans son intervention, il a parlé de l'armée, qui a des budgets, qui peut faire énormément de choses. Écoutez, Eric, désolé, le nouvel Israël, qu'on appelle tous les deux de nos voeux, ne peut pas passer par le renforcement de l'armée.
Moi, on a créé un État qui s'appelle l'État d'Israël, avec lesquels on a créé des institutions civiles, dont la santé, incontestablement, et on peut donner énormément de trucs, secteur économique, secteur culturel, etc. C'est pas en temps de crise pour dire « Ah, c'est l'armée qui va nous sauver ». Or, c'est exactement le discours qui prédomine aujourd'hui. « Ah, si on confiait à l'armée, désolé, moi, l'armée, je lui confie une tâche, la sécurité, la défense d'Israël, pas plus ». Pas cette idée que pour sauver Israël, il faut faire appel à l'armée, l'armée va nous sauver, je dirais que voilà ce qui, de mon point de vue, alors là, pas comme David sur le plan social, mais sur le plan idéologique, fait que cette idée que va naître de ce camp-là, du camp qu'on représente une nouvelle démocratie, eh bien, on se fout le doigt dans le nez quand on pense que c'est par l'armée que ça va passer. Et pas l'armée au sens de dictature, je n'ai pas pensé une seconde que c'est à ça que tu faisais allusion, cher Eric, mais c'est l'idée de l'armée comme la seule institution. Non, ce n'est pas un nouvel Israël qu'on prépare si on pense que quand il y a un problème en Israël, c'est à l'armée qu'il faut faire parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle a la compétence, parce qu'elle a énormément de gens un contingent à sa disposition, etc. Voilà ce qui me paraît être le problème. Et je vais arrêter parce que là, 9h16 et on avait droit à 15 minutes. Quels sont les points forts de Netanyahou dans cette affaire qui fait qu'il tient bon? Je dirais d'abord, et vous l'avez bien compris, vous l'avez deviné, c'est deux choses. D'abord, qu'il n'y a pas eu, on a cru à un moment, mais ça n'a pas duré longtemps, il n'y a pas eu convergence entre les luttes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on parle d'1 million de chômeurs, en tout cas, c'est redescendu à 800 000, maintenant ça va augmenter à cause du retour à un confinement plus dur. Eh bien, non, il n'y a pas de convergence entre les luttes idéologiques, au sens beau du terme, et les luttes sociales, économiques de ceux qui ne veulent simplement que de trouver des garanties, soit par la sécurité sociale, soit par des aides du ministère des Finances, etc. Cette convergence, on l'a vu s'esquisser, elle est retombée. Tu as donné l'exemple, je n'y reviendrai pas, des orthodoxes. Là aussi, il n'y a pas eu de convergence. Et peut-être qu'elle est difficile. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Je ne dis pas que c'est de la faute des organisateurs de ne pas avoir fait cette convergence. Je dis simplement qu'elle n'a pas lieu. Or, vous êtes tous des aînés de mai 68. Si mai 68 a marché, c'est parce qu'en tout cas au début, c'est parce que les étudiants ont été rejoints par les ouvriers, etc. Là, il n'y a pas, sur le plan économique, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est certainement des gens, pas mal d'entre eux sont peut-être effectivement au chômage technique, mais ce sont des classes moyennes qui manifestent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, un petit mot, c'est l'aspect diplomatique. Voilà. Il arrive avec un accord. On a là, qu'on le veuille ou non, quel que soit ce qu'on en pense, et moi je suis favorable à cet accord, on a voilà, une nouvelle expression, une nouvelle illustration de ce qu'on appelle Nixon goes to China, ce qu'on appelle dans la littérature en relations internationales Nixon goes to China. C'est-à-dire c'est Nixon qui va en Chine, c'est pas Johnson. En français, on pourrait dire De Gaulle va en Algérie et c'est pas Guy Mollet qui fait la paix là-bas. Bon. Même si c'est pas une paix avec les Palestiniens, je vous le concède et là-dessus ma position est claire, mais le fait est qu'il y est arrivé, et permettez-moi de le dire, il y est arrivé à la différence de Begin, de Sharon, de Rabin, sans avoir à trahir quoi que ce soit de son idéologie, puisque, je tiens à vous le rappeler, on dit qu'il a renoncé à l'annexion. OK, dans le texte, ça ne figure pas. Lisez le texte des accords d'Abraham, je les ai lus. Il n'y a ni la solution à deux États, ni la question de le rejet, même la suspension, c'est même pas mentionné, il n'y a même pas écrit Israël suspendra pendant 6 mois ou jusqu'à une date ultérieure ce projet. Donc, il le fait sans aucune concession idéologique de sa part, ce qui n'avait pas été le cas de tous ses prédécesseurs, qui avaient dû rompre avec un point auquel il tenait pendant très longtemps. Et puis j'ajoute, alors effectivement, il n'y a pas d'arabes, ça a été dit, il n'y a pas de religieux, ni nationalistes, ni orthodoxes, mais il n'y a surtout pas d'orientaux. Voilà. Et j'ai envie de dire un peu, alors je ne connais pas les origines d'Éric, mais quand à cette tribune-là, on a Shemla, Benichai, Benichou et Charbit, je peux vous dire que ce n'est pas ça qu'on a dans les manifestations. Et ça, Netanyahou en joue en permanence. Et tant qu'on n'arrivera pas à débloquer ce clivage-là, à mon avis, ça ne bougera pas. Tout ça pour dire, et je termine là-dessus, on mange 2 points et pas plus, c'est que, qu'on le veuille ou non, ces manifestations-là sont
un combat réel, authentique, entre les anciennes élites, et quand je dis anciennes, ce n'est pas péjoratif, celles qui ont très longtemps exercé le pouvoir, et les nouvelles élites. Et ça, je ne vois pas autrement une manière de le… On ne peut pas le décrire autrement que ainsi. Et je dirais, pour terminer, alors je sais que c'est une note un peu triste, mais qui récupère actuellement ce mouvement de protestation sur le plan politique? Bennett. Voilà. Et là, en disant ça, on a tout dit, puisque c'est le seul qui caracole le sondage. Alors, on peut me dire, mais ces sondages sont truqués, le jour des élections, ils ne voteront pas. Attends, peut-être. Mais en tout cas, point de vue sondage, le seul qui s'en sort haut la main, avec 2 fois plus de députés qu'il n'en a jamais obtenu au cours des élections de 2013 à 2019. Je vous rappelle qu'en 2019, Shaked et Bennett n'ont pas passé le seuil d'éligibilité. Et là, ils passent de 4 à 22. Voilà pourquoi, avec toute la sympathie, vraiment, je suis de tout cœur, etc., mais l'observateur que je suis ne peut pas ne pas dire, voilà, comme disait Gramsci, le pessimisme de l'intelligence. Voilà où on en est, et j'espère que j'ai pas désespéré Billancourt, ni J. Cole, ni Bernard Lazare. Merci, David. Bien. Est-ce que est-ce que Eric ou David veulent réagir à Denis? Moi, d'abord, j'aimerais bien… je suis entièrement d'accord avec le fait que le grand gagnant, c'est David Bennett. C'est Naftali Bennett. Naftali Bennett, effectivement. Et je rejoins un petit peu ta critique sur ce que tu disais à propos de l'armée. Une des raisons pour laquelle il est grand gagnant également, c'est parce qu'il a également proposé rapidement de mettre en place le ministère de la Défense comme réponse. Et en Israël encore, le ministère de la Défense jouit d'un prestige qui n'est pas un prestige uniquement par l'uniforme et uniquement par l'armée, mais parce que c'est vraiment une force logistique, une force d'organisation. Et je ne crois que ce n'est pas uniquement en Israël. Comment il s'appelle, de Microsoft, Bill Gates, qui prévoyait justement dans un discours de 2016 la réponse à une pandémie, disait que il y avait une place prépondérante à une joint venture, un travail en conjoint des forces sanitaires et des forces militaires, parce que les forces militaires, ce sont des forces d'exécution logistique. Il ne faut pas prendre ça comme une défaite de la démocratie ou un renoncement. Il y a des capacités logistiques, des capacités d'organisation, des capacités de transport, des capacités qui existent dans l'armée, que ce soit en France, que ce soit en Israël ou que ce soit aux États-Unis, qui n'existent pas dans des organisations civiles. Je crois que l'armée peut être, au contraire, en Israël, ce qu'on appelait le melting pot, ici en Israël, le cours Achitour, pour justement, parce qu'on a essayé d'absorber les religions, on essaie d'absorber les Arabes également à l'intérieur de l'armée. L'armée, ce n'est pas quelque chose uniquement, il ne faut pas le regarder comme uniquement un instrument militaire de défense. Il faut également le regarder comme un instrument de cohésion sociale. Quand David rencontre Ahmed et combattent l'un à côté de l'autre, ou soignent l'un à côté de l'autre, ou protègent des gens l'un à côté de l'autre et travaillent ensemble, le lendemain, David et Ahmed, quand ils sont dans la rue, eh bien, ils ont des liens en commun. D'accord? Si David vient de la yeshiva et si Ahmed vient du village arabe, ils ont la possibilité de construire un avenir commun. Si David et Ahmed ne se sont jamais rencontrés, ne parlent même pas la même langue, eh bien, ils ne construiront pas d'avenir commun. Ce qu'on a vu en France, à mon avis, le communautarisme qui s'est installé en France a pour une part le fait qu'il n'y a plus de service commun. L'armée, ce n'est pas l'armée en tant qu'un instrument militaire de militaire de carrière. Je parle de l'armée en tant que service obligatoire qui apprend à un jeune qui vient d'avoir 18 ans qu'il doit servir son pays avant de recevoir. Et je crois que c'est le message. Il faut servir dans une structure militaire, dans une structure civile, mais il faut d'abord servir.
et servir ensemble. Maintenant, ça a dépassé un petit peu le spectre de la discussion, mais je crois que c'était important pour moi de mettre, parce que l'armée, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vache sacrée qu'on ne peut pas critiquer, mais elle a un rôle dans cette crise, un rôle de logistique très important, et que je crois il ne faut pas le dénier. Et je crois qu'il peut être un tremplin pour l'avenir également, pour construire l'Israël de demain. Parce que, comme je l'ai dit, l'Israël de demain se passera par le fait que David, Mohamed, Israël et parleront la même langue et auront la même vision d'avenir. Et pas ce qu'on a pour l'instant, comme l'a dit le président Rivlin, les 12 tribus. Voilà. Alors, David, à toi. Et avant que tu répondes, juste préciser un point qu'on me demande. Est-ce que, par exemple, en France, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des délégations, enfin pas tous, mais enfin certains parmi les jeunes, pour rencontrer des députés ou des partis politiques pour essayer de faire passer des idées, modifier des programmes politiques, etc., de gouvernement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue entre les mouvements de contestation dans toute leur diversité avec des représentants à la Knesset, des députés à la Knesset ou des partis politiques à la Knesset pour les rencontrer, pour leur soumettre des revendications? Donc voilà, en complément à ta réponse. D'accord. Je voudrais répondre à Denis, bien sûr. Il le sait, pour moi, c'est un maître. On se connaît depuis plus de 30 ans et c'est quelqu'un que j'écoute avec toujours beaucoup d'attention et de respect. Et je voudrais réagir parce que le propos était, on va dire, un peu rhétorique de mon point de vue. Il y a quand même une chose que je voudrais pointer avec laquelle je crois qu'on n'est pas d'accord. Et je vais me baser sur une phrase que j'ai retenue, que je recite régulièrement d'un journaliste de gauche bien connu, Eldad Yaniv, qui dit « La contestation ne change pas le régime. La contestation fait changer la prise de conscience. » Il a raison. Aujourd'hui, alors, le simple fait de dire Israël Haïfa est effectivement… Bel Israël. Le bel Israël. J'ai juste rajouté quelque chose qui me paraît important. Et c'est là-dessus que peut-être au long cours, on ne sera pas d'accord. Mais on ne peut pas transformer ce pays sans une prise de conscience profonde. De mon point de vue, et je ne vais pas analyser en profondeur pourquoi les Israéliens sont apathiques, pourquoi le leadership politique, ces nouvelles élites finalement, participent des mouvements d'identification massive des Israéliens. Je pense que quelque chose s'est cassé là dans ces représentations avec la crise que nous traversons. Et on voit bien que cette politique du plus fort ou de celui qui n'est pas le frayeur ou le pigeon des autres, quelque part, on est en train de se rendre compte qu'on est tous des pigeons d'un seul homme qui a manipulé le destin de ce pays. Mais je crois que ce sont des processus qui sont longs parce que l'état d'envoûtement dans lequel est la société israélienne, d'envoûtement, clairement, autour d'un certain nombre de représentations forces qui construisent l'identité de l'Israélien moyen, est profond. Et je ne crois pas, effectivement, que par un mouvement de baguette magique, que quelque chose va s'effondrer. Ce que je crois, c'est qu'on est en train, comme on dit en hébreu, lehandes et atoda, c'est-à-dire de retravailler ou de lutter contre l'endoctrinement extrêmement profond, extrêmement puissant qu'a mis en place le Likoud et la droite et l'extrême droite depuis 15 ans. Et je crois qu'une faille s'ouvre, et c'est une faille morale, certes, mais c'est aussi une faille de projet. De mon point de vue, la droite et ce qu'elle a proposé en termes d'avenir et d'horizon politique, elle n'a rien à proposer. Alors on peut faire les accords et c'est très bien, et tout le monde tape des mains mais avec les Émirats arabes unis, mais au final, je crois que la droite n'a rien à proposer en termes de vision politique, ne serait-ce que sur la question de la paix avec les Palestiniens. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça réémerge sur la question de l'occupation, ça réémerge dans des discours d'intellectuels et de journalistes sur le fait que récemment, le président, le vice-président du Centre de recherche sur la démocratie pointait
qu'il y a un retour du refoulé autour de la question de l'occupation et autour finalement de cet endoctrinement de haine anti-arabe qui a fini par ruisseler à l'intérieur de la société. Et donc je crois qu'il y a là des éléments qui participent des failles, qui participent de changements de prise de conscience qui vont prendre du temps, qui sont compliqués. D'ailleurs, je fais partie des gens qui pensent que le départ de Netanyahou n'est que le début du travail qu'il faudra faire et qu'il faudra mettre en œuvre pour réparer des pans entiers de notre société qui ont été abîmés ces dernières décennies. Donc oui, je suis d'accord, il n'y a rien qui s'effondre pour l'instant. Et oui, effectivement, il y a un certain Israël, mais ce bel Israël dont je parle, c'est les gens qui ont positionné la question du destin collectif au-dessus de leur intérêt individuel. Et je peux vous dire que même si maintenant on n'émerge pas, je l'appelle de mes voeux et j'en parle tout le temps, même si maintenant on n'émerge pas une force politique de centre-gauche avec des nouvelles têtes, avec des gens en qui on a confiance et qui va constituer une alternative dans les urnes aux prochaines élections, ce que je sais, c'est que ce travail-là qui est fait, c'est quelque chose qui ruisselle et qui a vocation à continuer à ruisseler. C'est pour ça, par exemple, qu'en plus des démocrates mobilisés que j'ai créés pour pouvoir amener, je voulais sortir de ma solitude et amener des gens autour de moi à manifester, on va créer une structure pour participer de la connaissance des grands dossiers de la politique israélienne au quotidien et pas juste manifester. Donc on se projette dans le temps en se disant, moi je veux pouvoir travailler en direction d'une communauté francophone et de leur faire prendre conscience que les débats, que ce soit environnementaux, puisque moi c'est ma partie, ou des débats sur la démocratie, puissent être discutés et débattus de façon approfondie, que les citoyens se saisissent du destin de leur pays. Maintenant, oui, c'est vrai, c'est une partie de la couche moyenne. Dans quelle mesure et de quelle manière et comment on pourrait être surpris, on ne sait pas encore, Denis, on ne sait pas dans quelle mesure il va y avoir un mouvement de convergence. Le deuxième coup que prend l'économie aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui psychologiquement, socialement, économiquement vont être atteints, on ne sait pas encore comment ça va pouvoir réagir. Aujourd'hui, moi, je regarde un certain nombre de dates. Mais effectivement, pour moi, le 15 octobre en est une, je l'ai souvent dit, c'est-à-dire la réponse de Mandelblit à la Cour suprême concernant l'enquête sur les sous-marins. Évidemment, la date, et là-dessus, je pense que c'est un game changer dans la politique israélienne. Des élections le 4 novembre aux États-Unis sera un moment crucial dans la suite. Ça, on en a souvent parlé avec Denis. Je pense que ça peut participer d'une réorientation du paysage politique en Israël, si tant est qu'on ait des élections dans les prochains mois. Mais oui, effectivement, pour l'instant, je ne vois pas émerger une force politique dans laquelle les gens vont pouvoir porter leur confiance et qui puissent constituer une alternative. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ce que je le vois à Ashdod et je le vois à Netanya, je le vois dans les réactions des gens qui m'écrivent, où le doute s'installe, où après 15 ans d'hypnose et 15 ans d'envoûtement, les gens commencent petit à petit à avoir un doute. Alors certes, il y a la question, qui va remplacer Netanyahou, mais je crois qu'il y a un doute profond qui s'installe et c'est ça notre boulot, c'est de faire en sorte que ce doute devienne de plus en plus fort, de plus en plus puissant et qui participe finalement d'un regard alternatif par rapport à l'offre. Et c'est vrai, et là-dessus je rejoins Denis, aujourd'hui en termes d'offre, on a un vrai problème. On a un vrai souci d'offre politique qui constituerait une alternative pour pouvoir changer d'air et rentrer dans un avenir un peu meilleur. Voilà pour mes. Ok. Sur la Knesset. Ah oui. Aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que je vois bien que des revendications morales, notamment au sens sur les questions de corruption, sur les questions d'état de droit, sur les questions de la structure du système électoral, etc., sont débattues. Est-ce que des politiques se saisissent? Oui, partiellement, je les ai évoquées. Je pense, alors un petit peu Yair Lapid, mais c'est surtout Yair Golan aujourd'hui qui récupère ces différentes revendications. Yair Golan qui a été élu sur la liste du Meretz. Tout à fait. Qui a des velléités de construire ce parti de centre-gauche. Et là, je ne sais pas, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions dans les coulisses, donc on attend effectivement de voir. Mais il y a Houdaï, il y a Livni, il y a un certain nombre de gens qui essayent qui barbotent dans les coulisses pour savoir qui, quand, comment quelque chose va émerger. Donc ça, c'est un vrai point d'interrogation. Ça, pour l'instant, je ne sais pas dire plus que ça. Oui, il y a des éléments de revendication qui arrivent dans les discours
et je pense notamment à Elie Avidar, assez paradoxalement, et les gens m'en voudront parce qu'Elie Avidar fait partie d'Israël Beitenou, mais c'est vrai qu'aujourd'hui… Le parti de Lieberman. De Lieberman, effectivement, il est à la Knesset depuis 1 an et demi, mais j'avoue, je le reconnais à mon corps défendant, qu'il y a une voie politique dans la puissance, dans le charisme et dans les revendications sur les questions d'état de droit, de démocratie et de risque de basculer dans une dictature. C'est l'un des personnages qui se fait entendre le plus fort, qui est présent sur le terrain et qui ramène à la Knesset un certain nombre de ses revendications. Mais je regrette sincèrement qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une force politique émergente qui se promène dans les manifestations, qui écoute tous les débats publics qui sont là, qui sont présents, qui ne sont pas que moraux, qui sont aussi politiques et qui puissent constituer à partir de là une offre politique avec des projets de réforme, avec une vision de l'avenir. Je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas une force émergente de ça, mais je me dis que si on débat et si on est sur le terrain et si ce travail se fait de Siar Tzibouri, c'est-à-dire de débat public, je pense que ça va faire naître, ça va participer de l'émergence. C'est ce que je crois profondément, et c'est difficile de nier, mais on est en train d'analyser en temps réel quelque chose qui se passe. On est au cœur du cyclone aujourd'hui, et on a beaucoup de mal à se projeter, c'est-à-dire qu'on est en pleine crise, on est dans l'œil de la crise. Donc, attendons de voir. Et moi, je dis, je vais sur le terrain, je mobilise, je crée du débat, j'organise des gens autour de moi, je fais monter la conscience politique sur tous les sujets qui sont les sujets d'actualité chauds aujourd'hui en Israël. Et puis, je voudrais dire quelque chose qu'a pas dit Eric, mais pour moi, ce n'est pas tellement le fait que Gantz soit à l'armée. Aujourd'hui, le seul personne pour laquelle j'ai un tout petit peu de respect, et je sais qu'il lutte assez dur, c'est Avi Nissenkorn, le ministre de la Justice. Et je trouve qu'il donne quelque part un soutien à Mandelblit qui est attaqué en permanence. Et je trouve que là, il y a un équilibre pour éviter, si tant est qu'on arrive à basculer dans un certain nombre de législations qui sont éminemment problématiques. Donc, si moi, je vois le travail, d'ailleurs, je vous fais remarquer, c'est très intéressant. Le début de la Mecha, le début de la contestation, Gantz, il en prenait plein la poire. Peretz, Shmouli, Gantz, quand vous alliez écouter les gens parler, ils se faisaient étriller. Et en quelques temps, en quelques semaines, on ne parle plus que de Netanyahou. On ne parle plus ni du Avoda, ni de Gantz. Et j'ai l'impression que les gens qui manifestent, stratégiquement, ont décidé de ne pas attaquer ce qui pourrait, à un moment donné, dans une conjoncture particulière, constituer un point d'appui pour que quelque chose s'effondre, pour que quelque chose change. On a encore l'espoir de voir à un moment donné arriver à un certain nombre de législations qui puissent être un game changer par rapport à la toute-puissance de Netanyahou. Mais c'est vrai qu'il est entouré au Likoud aujourd'hui de gens qui sont des je sais pas, moi j'ai à l'image, vous savez, le terme assassin, c'est les gens qui prenaient du hashish et qui étaient totalement fanatiques. J'ai l'impression qu'il a autour de lui des gens qui sont de ce degré-là de fanatisme et d'idolâtrie. C'est quand même extraordinaire, d'idolâtrie, du culte de la personnalité autour de Netanyahou. Donc, ce n'est pas ce côté-là qu'il faut aller rechercher. Est-ce qu'au Likoud… Mais les Likoudnikim commencent, voilà, les Likoudnikim Achadashim, les jeunes… Les nouveaux Likoudnikim font partie et le revendiquent de la contestation. Sont tout un groupe, ils sont 5 à 8 000 adhérents du parti Likoud et qui disent ça suffit, il faut faire le changement, il faut faire le nettoyage au sein du Likoud même, par exemple. Mais oui, je suis d'accord avec Denis, il n'y a pas les couches populaires, il n'y a pas encore les gens qui sont marqués, atteints socialement, économiquement. Ça va peut-être venir. Voilà, je ne sais pas. Bien, bon, écoutez, à moins que sur nos 3 invités, l'un veut encore ajouter quelque chose. Non, j'espère, j'ai le même espoir que David, qu'à un moment, il y ait une conjoncture qui permette la conjonction des forces antipopulistes qui se trouvent au gouvernement et des forces qui sont en train de manifester, parce que ce sont 2 mouvements qui essayent de briser le populisme qui est en train de monter, qui est fomenté, qui est organisé, qui est alimenté par Netanyahou et par ses acolytes.
Et c'est ce qui est le plus dangereux, en fait. Quand Denis a dit à propos du bel Israël, certains des supporters de Netanyahou utilisent en fait ce mot pour dire exactement, vous pensez que vous êtes le bel Israël, vous vous présentez comme le bel Israël, ou vous êtes le bel Israël entre guillemets. Donc il y a exactement, il y a quand même une fracture qui se crée, qui a été créée ou qui se crée et qui est alimentée par Netanyahou pour renforcer son pouvoir. Et j'espère qu'il y aura une conjonction de ces deux forces, donc des manifestants d'un côté et de Kahol Lavan et du Parti travailliste qui ont choisi d'être présents sur le gouvernement pour essayer, comme l'a dit David, Nissan Koren, où il y a d'autres exemples qui sont peut-être moins flagrants, moins en évidence à tout le monde, mais de freiner l'influence de Netanyahou, de freiner ce développement de populisme. Nous, en tant que Juifs, nous avons une histoire très, très riche de dissensions et de scissions. Hier, hein, c'était le jeûne de Guédalia, qui était le premier crime politique, en fait. Guédalia était un gouverneur de Judée mis en place par les gouvernants, par les Babyloniens qui dominaient Israël. Et il avait été assassiné par des gens qui voulaient en fait se libérer du joug ou de son gouvernement. Et nous avons une longue histoire de sécession. Et c'est en train de, nous sommes, comme l'a dit David, nous sommes dans l'œil du cyclone, nous sommes en train de voir ça naître sous nos yeux. Et c'est ce qu'il faut absolument essayer d'éviter, essayer de ramener la partie d'Israël qui est en train de revoir en Netanyahou et en un système politique non démocratique, la panacée à ces problèmes. Ok, juste une question pour Denis, parce que sinon je me fais insulter si je ne te la pose pas. C'est notamment, tu as parlé des séfarades qui sont plutôt participent pas tellement à ces manifestations, c'est l'éternel cliché que l'on connaît. Est-ce que c'est aussi figé que cela? Bon, parmi nos participants, certains mentionnent qu'ils ont dans leur famille beaucoup de séfarades des classes moyennes qui font partie des contestations, qui sont opposés à Netanyahou. Voilà. Donc, est-ce que c'est aussi figé que cela? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une évolution, un changement là-dessus? Et puis, Martine, qui est présente, je te le dis depuis le début, qui te salue, te demande est-ce que tu es d'accord ou pas avec l'image que Eric ou David, je ne sais plus, avait présentée à propos de Gantz, qui se jetait sur la barrière pour se sacrifier quelque part pour éviter, gérer à ce gouvernement de faire trop de catastrophes. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Ou est-ce que c'est un échec? Voilà. Et on conclura sur ton intervention. Okay. David, je vais te reprendre là aussi, mais tu vois, je suis tellement, je participe pleinement de l'espoir dont tu parles, et en même temps, il y a quelque chose dans le discours politique de notre milieu. Hein, je ne me mets pas en dehors, hein, je me mets dedans, si ce n'est que peut-être ayant comme métier, si tu veux, le fait d'écouter comme un psychanalyste politique, hein, je ne suis pas psychanalyste, mais comme un psychanalyste politique. Moi, j'ai envie de dire, hein, pour prolonger un peu la polémique, que quand on parle des électeurs du Likoud comme des envoûtés, comme des endoctrinés, etc., ça laisse entendre qu'en revanche, de notre côté, on est des pures rationalités. Non, Denis, non, Denis. On ne peut plus. Moi, je te dis. Les Israéliens. Avec le fait. Pour moi, les gens qui votent Likoud, ce n'est pas des envoûtés, ce n'est pas des endoctrinés, c'est des gens qui ont dit cette voix-là qu'il incarne, c'est la mienne. Voilà. Et je m'y reconnais parfaitement. Moi, je ne dispense aucun
pauvre, oriental, religieux, etc., de dire, toi, tu te laisses endoctriner, tu es envoûté. Pas du tout. En connaissance de cause, tu décides de voter pour Netanyahou, pour sa politique, pour son immobilisme sur le plan, etc. Voilà. Ça, moi, ça fait partie de discours dont je dis, c'est pas que c'est juste ou pas juste. Il nous piège, c'est nous piéger parce que c'est laisser entendre que ton adversaire, tu ne le tiens pas pour quelqu'un d'égal à égal, mais pour quelqu'un qui me scanne. C'est un pauvre mec, il est envoûté, Non, endormi, et il faut qu'il se réveille. Mais on Denis, peut tenir non, le même discours sur nous. non, Denis. On a été Non. endormi, envoûté par Rabin, machin, et il faut arrêter avec ce discours-là. Je suis pas d'accord. C'est une virgule dans ton discours. C'est pas ça, c'est pas le noyau de ton discours, mais il faut arrêter de penser. Il faut responsabiliser les électeurs pour leurs choix électoraux et pas leur dire, regardez, sur le plan social, il leur a enlevé tout l'État-providence et continuer de voter pour eux. Non, c'est pas possible. Enfin, moi, je pense que ce truc. Alors, mais je vais quand même répondre à la question que tu m'as posée, David. Bien entendu que dans les classes moyennes, plus elles sont diplômées, quand elles sont d'origine orientale, enfants de, etc., bien entendu qu'elles ne votent pas Likoud. Voilà. Mais il y a ces classes moyennes nouvelles qui estiment, à tort ou à raison, devoir leur progrès social, leur mobilité sociale au Likoud. Okay, et là, ils continueront de voter Likoud et ils vous diront que pour eux, c'est impossible de voter travailliste, machin, etc. On a vu le fiasco, Eric est à côté, le fiasco de l'alliance avec Lévi Abékassis. Mais c'est pire qu'un fiasco. On ne pouvait pas rêver pire, comme non pas seulement la trahison, elle a fait ce qu'elle a pensé bien faire en tant que politicienne, mais je veux dire, se mettre comme s'aveugler autant. Il faut quand même en tirer une certaine leçon. Alors, bien sûr qu'il y a des orientaux, etc., et on n'est pas une poignée, et on n'est pas 10, etc., etc. Mais là, je rejoins, pour terminer, puisqu'on doit conclure, avec ce que tu as dit tout à l'heure, et là aussi, je dis, mais jusqu'à quand vous allez jouer les romantiques de la Révolution? Qu'est-ce que c'est, David? Désolé, là-dessus, moi, je suis très sévère. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah non, pas de figure, pas de leader, il a peur d'être coopté, d'être récupéré, etc. Alors, on fait un mouvement sans tête. Eh bien, ça ne marche pas comme ça en politique. En politique, il faut des nouvelles figures. Et si c'est des figures qui sont nées à Netivot ou à Ofakim et à Dimona, ce sera encore mieux. Okay? Mais il faut qu'à un moment, alors moi je ne dis pas qu'il ne fallait pas passer par cette étape-là, je dis simplement qu'à un moment, il faut dire stop. Maintenant, on monte un leader, 2 leaders, et puis ils seront autre chose que ce à quoi on a l'habitude d'avoir dans ce type de protestation, eh bien, on sera gagnant. Et donc, oui, il faut arrêter avec ce qui m'apparaît, moi, une sorte d'infantilisme, c'est-à-dire, non, on ne fait pas de politique, on n'est ni gauche ni droite, on veut la droiture. Hein. Le jeu de mots est magnifique, la formule est extraordinaire, mais ce n'est pas comme ça qu'à un moment, un mouvement social débouche sur un mouvement politique. Alors, Lapide, c'est peut-être pas la bonne personne, il en faut peut-être une autre, j'en sais rien, Yair Golan, Avidar, tu parlais d'Avidar, je l'admire, c'est moi qui on en a parlé, on est convenu d'un commun accord, c'est l'homme politique le plus intéressant actuellement sur la scène, et précisément parce qu'il n'est pas très connu. Est-ce qu'on a les Russes qui participent aux manifestations? Pourtant, Lieberman, aujourd'hui, c'est peut-être la force d'opposition la plus ferme à Netanyahou. On ne voit pas les Russes non plus. Et donc, moi, je dis que si on ne passe pas aux politiques et si on ne met pas des têtes, parce que c'est comme ça qu'un mouvement marche. À un moment, il y a Daniel Cohn-Bendit. À un moment, il y a un tel ou un tel. Je veux dire, et ça, si on ne passe pas à la phase, c'est pas grave. Attention, comprends-moi bien. Je n'ai pas dit que c'était grave qu'il ne l'ait pas fait jusqu'à présent, mais je dis qu'à un moment, cette phase-là, il faut être capable de la dépasser, qu'on puisse mettre une tête et une nouvelle tête, avec effectivement, qu'elle soit 2 ou 3 ou 4, pourquoi pas, tu vois. Mais ça me paraît essentiel pour passer de la phase romantique à la phase politique proprement. Bon, écoute, on va là-dessus conclure cette soirée. D'abord, merci. Je crois que les réactions, les messages que je reçois vont tous dans le même sens pour remercier. Je trouvais que ce débat était très intéressant, d'avoir 3 francophones qui sont capables de mener un débat d'une telle qualité. C'est très important. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a enregistré, j'ai raté peut-être les 10 premières minutes
il y a eu un problème technique, je ne m'explique pas, mais en tout cas, l'enregistrement a été fait et sera mis sur le site à la fois de celui de J-Call et de la paix maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas pu tout voir pourront comme ça le revoir par la suite. Troisième point, donc, on fera donc d'autres soirées comme ça, d'autres réunions par Zoom dans les semaines à venir. Vous serez contactés et je m'adresse là à tous les participants qui ne reçoivent pas nos newsletters. Envoyez un message pour cela de façon à être informés de ces futures activités. Voilà, donc je crois que beaucoup a été dit. Nous accompagnerons évidemment ce mouvement depuis nos positions et comme vous le savez, en diaspora, il existe un fort mouvement de soutien à tous ces mouvements de contestation en Israël, que ce soit à la fois sur l'aspect du conflit palestinien et que aussi bien sur ces luttes pour la démocratie. Nous continuerons à appuyer ces mouvements. Un réseau a été créé qui s'appelle J-Link il y a quelques mois maintenant, qui réunit plus d'une cinquantaine d'organisations dans le monde, de J-Street aux États-Unis, J-Space au Canada, J-Call en Europe, La Paix Maintenant et d'autres en Amérique latine ou en Afrique du Sud ou en Australie, qui ont comme objectif justement de maintenir cette mobilisation de la diaspora à la fois pour la lutte pour la paix et pour la démocratie. Donc, on continuera à le faire. Voilà, donc merci encore une fois à nos trois intervenants. Shana Tova, puisqu'on est encore dans la semaine des fêtes, et à très bientôt. Au revoir et à bientôt. Merci, Shana Tova. Au revoir.